Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une journée à nouveau positive pour les actions européennes notamment. Alors certes, les indices européens plafonnent un peu désormais après un rallye de 2 mois qui aura été intense et qui aura permis aux actions européennes de reprendre 20% et plus parfois sur certains indices. On plafonne désormais mais on ne lâche rien des niveaux qui ont été récupérés en Europe notamment. L'Europe qui aura été le grand gagnant. Les actifs européens auront été les grands gagnants de ce rallye d'automne, peut-être toujours en cours d'ailleurs. On en discutera bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes maintenant. Parmi les nouvelles macroéconomiques du jour, intéressant de noter qu'on a une décélération de l'emploi américain qui non seulement se confirme, mais s'accélère même peut-être en cette fin d'année. On a eu les indicateurs du cabinet ADP qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de novembre. Le chiffre était encore attendu autour de 200 000, ce qui correspond à la moyenne des derniers mois, 200 000 plus créations d'emplois au cours des derniers mois aux États-Unis. On est tombé de manière assez brutale à 127 000 créations d'emplois mesurées par ADP pour le secteur privé au mois de novembre. Nous verrons ce qu'il en est pour l'ensemble du marché du travail américain avec les NFP, le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié ce vendredi à 14h30. Et puis, autre nouvelle que les marchés apprécient, le début d'un commencement d'un pic d'inflation peut-être en zone euro pour le mois de novembre. Après les premières estimations pays par pays, on a eu la première estimation globale de l'inflation en zone euro pour le mois de novembre avec une inflation qui reste à 2 chiffres mais qui montre un début de décélération à 10% toujours quand même, mais c'est la première fois en 17 mois qu'on voit une détente de l'inflation globale en zone euro. On notera quand même, et c'est l'autre partie de la situation inflationniste en zone euro, que le corps inflationniste, l'inflation sous-jacente, reste encore très élevé, à un rythme de 5% sur un an, ce qui augure donc d'une inflation qui devrait rester très collante, très sticky encore en zone euro. Néanmoins, le marché estime que la BCE pourra trouver des arguments pour réduire elle aussi le rythme et l'ampleur de ces hausses de taux lors de son prochain meeting le 15 décembre prochain, avec pour l'instant une attente qui se positionne sur une prochaine hausse de taux de 50 BP en zone euro après 2 méga hausses de taux à 75 points de base consécutives. Voilà pour le paysage du jour sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités. Puis dans le dernier quart d'heure, nous reviendrons sur la difficile année des small caps en Europe notamment. On regarde les grands indices qui ont bien récupéré depuis 2 mois maintenant. Ça n'est pas vraiment le cas des small caps. Le CAC Small est encore en baisse de 20% depuis le 1er janvier. Quelle stratégie adopter pour cette classe d'actifs ou ce segment de marché des small caps? Nous en parlerons avec un spécialiste, Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour. En cette fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. C'est la dernière séance du mois et le CAC reverdit, ou la traduction d'un indice parisien rassuré par le ralentissement de l'inflation dans la zone euro. Selon Eurostat, sur un an, les prix à la consommation ont grimpé de 10% contre 10,6% en octobre. Un recul qui s'explique dans un premier temps par les prix de l'énergie. Ces dernières semaines, sur les marchés internationaux, le prix du baril de pétrole a nettement baissé dans un contexte de récession mondiale redoutée. Même chose pour les prix du gaz. Si les prix de l'énergie dans la zone euro pour le mois d'octobre ont progressé de 41,5% sur un an, en novembre, la hausse n'est plus que de 35%. Et puis l'autre point déterminant réside dans l'action des gouvernements européens. Les plans de soutien au pouvoir d'achat semblent porter leurs fruits. À noter qu'en Allemagne, en Belgique, en Espagne ou encore en Grèce, les prix ont moins grimpé qu'au cours du mois précédent. Le marché prend aussi acte des signes d'ajustement dans la politique zéro Covid en Chine, et ce malgré
malgré la contraction de l'activité manufacturière pour le deuxième mois consécutif en novembre. Les groupes chinois cotés à Wall Street progressent. À Paris, les valeurs du luxe constituent le principal soutien du CAC. LVMH, Kering et Hermès sont en nette hausse. Sur le marché des matières premières, le baril de Brent s'inscrit en hausse et ce pour la troisième séance d'affilée après l'annonce d'une contraction d'environ 8 millions de barils de stock hebdomadaire de pétrole. Le titre de Total Energy est en nette progression. Et puis focus sur Renault dont le titre décolle. Le groupe a signé avec Airbus un accord de recherche et de développement afin de concevoir une batterie solide destinée aux voitures électriques et à de futurs avions hybrides. Outre-Atlantique, on trouve un autre facteur de soutien pour les marchés avec un fort ralentissement des créations d'emplois privés en novembre. 127 000 emplois ont été créés contre 239 000 le mois passé. C'est le plus fort ralentissement depuis près de 2 ans, un chiffre qui laisse penser que la campagne de hausse des taux de la Fed porte ses fruits. Et puis, autre indicateur, aux États-Unis, au 3e trimestre, la croissance de l'économie américaine apparaît un peu plus forte qu'attendue. Le PIB a augmenté de 2,9% en rythme annualisé contre 2,6% en première estimation. La progression des dépenses de consommation des ménages a été revue à 1,7% contre 1,4% annoncé initialement. On attend à 19h30 le discours de Jérôme Powell devant le Brookings Institution. Il portera sur les perspectives de l'économie et du marché du travail. Et puis enfin à 20h sera publié le livre beige de la Fed. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous, directeur associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Véronique Riche-Flores de nous accompagner. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous êtes économiste indépendante et présidente de RF Research. Et Benoît Vesco avec nous également en plateau. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. 2 mois de rallye donc, depuis le point bas marqué le 29 septembre dernier par les actions européennes. Les indices européens, l'Eurostock 50, le DAX allemand, le CAC 40 français ont pu reprendre jusqu'à 20% et plus, parfois, depuis ce point bas d'il y a 2 mois, Benoît. Le CAC 40, total return, dividende réinvesti, au moment où on se parle, en ce 30 novembre 2022, à 1 mois de la fin de l'année calendaire, à 15 jours de la fin de l'année sur les marchés, est à moins 3,5% seulement. Je rabâche ces chiffres depuis des jours maintenant. Alors, désolé pour ceux que ça peut lasser, mais je trouve que c'est l'information de marché la plus importante, je ne sais pas, mais en tout cas la plus fascinante de cette fin d'année. Ah, c'est vrai. Après l'année qu'on a vécue, notamment sur les taux directeurs, le choc de hausse de taux directeurs qu'on a vécu, le bilan sur les marchés actions, en tout cas pas tous, mais certains indices, il est assez étonnant et favorablement étonnant. Alors à cela plusieurs explications. Il y a un cocktail quand même, ce fameux pic de l'inflation qu'on attendait tous, qu'on a priori enfin vu aux États-Unis, et puis probablement qui est en train de se dessiner avec quelques mois de retard en zone euro. La politique zéro Covid en Chine qui quand même amène à des résultats économiques qui sont très difficiles et qui laissent envisager un assouplissement. Bon, tout ça, ça fait un cocktail qui permet au marché d'espérer que cette phase de hausse au directeur va enfin se calmer et qu'on va pouvoir enfin revenir sur quelque chose d'un peu plus favorable au marché. Bon, je pense qu'il y a un dernier élément qu'il faut garder en tête qui est un peu subjectif, c'est qu'on est quand même, on se rapproche de la fin de l'année. C'est toujours plus sympathique en fin d'année d'avoir des marchés qui montent et qui permettent d'avoir une fin d'année un peu plus favorable à présenter. Ouais. Je pense que c'est aussi un facteur. Je pense que l'année 2022, l'histoire de l'année 2022 était quand même suffisamment particulière pour qu'on puisse accepter l'idée de performances négatives à 2 chiffres pour les indices, en tout cas en fin d'année. Clairement. Ce ne sera peut-être pas le cas. Mais c'est vrai que l'année, la crise qu'on a vécue sur les marchés, là où elle est très étonnante, c'est qu'elle vient des marchés obligataires. En fait, elle vient de la composante la plus prudente des marchés. C'est ça qui est le plus étonnant. C'est-à-dire que là, la crise sur les marchés obligataires, elle est toujours là. Elle n'est pas terminée et elle touche les portefeuilles les plus prudents.
Donc ça, c'est clair qu'on l'a bien acté. Maintenant, je pense que sur les marchés actions, l'histoire n'est pas terminée et que le début de l'année sera probablement un peu plus dur et qu'on va probablement un peu plus caler parce qu'on aura peut-être un retour à la réalité un peu plus difficile et à la réalité économique. Puisque c'est vrai qu'il y a bien des phases de hausse de taux qui seront peut-être moins brutales. Ces 75 points de base de hausse qu'on s'était habitué à voir, bon, ils vont peut-être être enfin derrière nous, et tant mieux. Mais on va quand même avoir des hausses de directeurs. 50, ça reste énorme, oui. On l'a vu tout à l'heure, voilà, l'inflation cœur aux États-Unis en zone euro, elle n'est pas acceptable pour les banques centrales. Donc il ne faut pas, après ce rallye d'automne très, très européen, vous dites qu'il ne faudrait pas qu'on aille trop loin dans l'optimisme en vue de 2023, au risque d'être peut-être déçu à un moment. En tout cas, il y a probablement 2 séquences. Donc déjà, on voit que les marchés quand même calent un peu à un moment donné. Oui, ça plafonne un peu. Ça plafonne un peu et c'est normal. Mais peut-être 2 séquences. Une première séquence un peu plus difficile parce qu'on rentre un peu dans le dur de l'économie dans le début de l'année 2023 pour pouvoir ensuite se rassurer un peu plus. On parlait de la politique zéro Covid en Chine. Certes, on voit bien qu'il faut qu'ils en sortent, mais ils ne vont pas en sortir en quelques jours. Il faudra que, pour que ça produise ses effets sur l'économie, il faudra probablement plusieurs mois. Donc, alors les marchés anticiperont, bien entendu, mais il va falloir probablement digérer un peu toutes ces nouvelles-là qui ne sont pas faciles pour pouvoir enfin avoir des marchés actions qui se projettent vers la hausse. Igor, c'est un jour important pour la France. La baguette française est reconnue comme patrimoine mondial à l'UNESCO après des années de plébiscite. France-Tunisie. Et alors c'est France-Tunisie au moment où on se parle, on verra demain ce qu'il en est. Et puis le CAC 40, Total Return, encore une fois, un des meilleurs indices peut-être de l'année en Europe. France is back. Ça rappelle 2 choses. D'abord que les marchés anticipent, comme ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on reviendra sur ce qui s'est passé au mois de septembre, tous les chocs qu'on a dû absorber, qui sont arrivés à un point quasi paroxystique en septembre, le conflit en Ukraine, les données d'inflation, la situation en Chine. Et aussi, ça confirme qu'il ne faut jamais oublier les dividendes. Surtout que sur le CAC 40, qui est un indice plutôt à composition dividendaire, comme en Italie, il faut se rappeler que c'est 2/3 de la performance d'un indice action sur longue période. Donc c'est très important. Non pas forcément d'avoir des très gros rendements, mais des sociétés qui sont capables de verser des dividendes de manière récurrente, en croissance, dividendes par action. Et donc oui, c'est une année qui, je pense, comme il a été dit, est beaucoup plus difficile sur l'obligataire. De toute façon, les marchés de taux, ce sont les marchés directeurs. Ce sont les marchés les plus profonds. Et là, on a eu un changement de paradigme. Les 375 points de base de hausse aux États-Unis et les 200 à la BCE, c'est nécessairement un impact très important. Moi, je suis plutôt, entre guillemets, rassuré par la capacité des marchés financiers à absorber tous ces chocs, parce qu'il faut du temps pour qu'un marché puisse, ou un agent économique puisse valoriser, alors d'abord, reconnaître un risque, valoriser son coût et son amplitude dans le temps, enfin sa durée. Et donc là, on a eu au début guerre nucléaire en février. Bon, regardez où on en est, même si c'est pas très glorieux. Et tous ces sujets-là demandent du temps. Donc les marchés font leur travail, c'est-à-dire ils montent, ils baissent. Et c'est bien pour ça qu'un marché liquide, et on le verra sur les small caps, c'est bien pour ça que les grandes capitalisations boursières ont plus rebondi. Ouais, okay. Quand on retire de la liquidité, parce que c'est quand même ce qui a été fait depuis maintenant quelques semestres, c'est les actifs les plus liquides sur les actifs risqués, j'entends, parce que le souverain c'est très liquide, mais là on a eu un choc de valorisation, mais sur les actions on n'a pas eu ce choc de valorisation. Et globalement la croissance par différents mécanismes, elle est maintenue. Elle est meilleure prévue. Elle est meilleure prévue. Et tout ce dont la politique, enfin tout ce pourquoi la politique monétaire a été faite, commence à produire ses effets. Donc, un peu moins d'inflation, une récession maîtrisée, et puis des agents économiques qui sont un peu rassurés sur l'avenir. Après 2023. Il y a 3 choses. Il y a, me semble-t-il, la Chine, la géopolitique, l'inflation. Ça, c'est les grandes données à regarder. Et puis après, la microéconomie qui va être rattrapée par la macro. Donc ça veut dire des bénéfices par action qui, selon les secteurs... Ce choc-là, on ne l'a pas vu. Non, mais c'est toujours un choc à retardement. C'est comme les données de chômage pour la macroéconomie. C'est des données qui sont post-choc. Donc là, il va y avoir sûrement un petit peu de volatilité et des opportunités. Et sur l'obligataire, vous dites, ça a été le choc de l'année, c'est ce que disait Benoît. C'est même le choc. Également, le choc d'une génération. C'est une génération, suffisant ?
C'est-à-dire au terme de cette année 2022, est-ce qu'on peut imaginer des performances obligataires encore aussi négatives en 2023 ou est-ce que c'est plus le sujet maintenant ? Aussi négatif, ça voudrait dire qu'on fait le même chemin en termes de hausse des taux et qu'il y ait des crises bien, oui. à répétition. Bon, ça dépendra évidemment s'il y a une forte dégradation géopolitique ou que la Chine se met à exploser. Bon, là, c'est vrai que c'est des scénarios où... Exploser en termes de croissance ? Non, mais ou imploser. Imploser, d'accord. Ok. Oui, d'accord. C'est quand même pas le scénario numéro 1. Bon. Mais non, je crois que c'est une problématique de dérivés seconde les marchés financiers. Donc là, on va avoir quelques hausses de taux, mais on a fait 2/3 du chemin, peut-être. Donc ça devrait être moins difficile que 2022, mais toujours une classe d'actifs très difficile à attraper, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas encore où on est en termes de taux de défaut, de niveau de spread de crédit. Je pense que les actions ont perdu un peu leur avantage relatif après le rebond par rapport à la classe d'actifs obligataires, mais ont toujours un avantage. Si on en vient à la macro, Véronique, alors j'essaye de coller un narratif macro tant bien que mal à ce qui se passe sur les marchés. Si je résume un peu, une idée qui devient assez consensuelle d'ailleurs pour 2023, c'est l'idée qu'on peut avoir un atterrissage en douceur de la croissance. Alors récession douce, modérée, soft landing, on tourne autour de cette idée-là. Conjugué à peut-être ce qu'on pourrait appeler un hard landing sur l'inflation, c'est-à-dire une vraie décrue significative de l'inflation qui permettrait d'ailleurs un assouplissement ou en tout cas des réactions de banque centrale moins agressives, ouvrant peut-être à un moment la possibilité d'ailleurs à des assouplissements monétaires. C'est à peu près le consensus que j'ai en tête pour 2023. Est-ce que, oui, vous adhérez à cette idée que c'est le consensus aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une chance que ce scénario se réalise ? Si oui, quelle est-elle ? Et quels sont les risques attachés à cette idée qu'on pourrait avoir le meilleur des deux mondes, en tout cas un équilibre retrouvé en 2023 du point de vue de la croissance nominale ? Alors, j'irai sur le deuxième point, sur l'inflation. Je pense que pour 2023, effectivement, on va avoir un décrochage de l'inflation. Décrochage ? Oui. C'est-à-dire, et je pense qu'il n'y a à peu près aucun économiste qui fait ses prévisions d'inflation qui n'arrive pas à cette conclusion. Il est presque dans les chiffres passés, ce sont ses effets de base. Alors, sauf si vous avez effectivement une embardée à partir de tout à l'heure, là, des prix des matières premières qui s'envolent littéralement et qui embarquent tout sur leur passage, la baisse de l'inflation est presque obligée. Elle est presque obligée, notamment parce que les prix des matières premières, du pétrole, etc., l'énergie, va baisser en glissement annuel. On va se rapprocher du début d'année prochaine bientôt, donc sur un an, voilà, vous voyez la différence des prix du pétrole et même du gaz, enfin, pas tout à fait revenu au niveau d'il y a un an sur le gaz, mais ça devrait potentiellement pas tarder. Reste la question, donc de toute façon, l'inflation totale va baisser. Reste deux questions. L'inflation alimentaire persiste, et celle-là, elle fait mal. Et c'est plus incertain. L'environnement, l'incertitude liée aux récoltes, au réchauffement climatique, à l'instabilité géopolitique peut jouer plus longtemps à ce niveau-là. C'est pas que la résolution ou non de la guerre de Poutine en Ukraine. C'est pas que ça. Ça pourrait ne pas être que ça dans l'environnement beaucoup plus complexe qui est le nôtre. Alors après, ça peut se passer aussi et puis avoir des prix agricoles mondiaux qui suivent grosso modo ceux des matières premières, du pétrole, comme ils le font toujours, et puis finalement... mais il y a quand même un peu d'interrogation là. Et puis la plus grosse interrogation, c'est du côté des services, cette inflation endogène. Traditionnellement, on a grosso modo entre 6 et 9 mois entre le pic d'inflation totale et l'inflation dite cœur. Est-ce que là, effectivement, on a des raisons de douter et des raisons qui pourraient alimenter cette inflation sous-jacente plus longtemps ? C'est la principale question. On ne voit pas néanmoins de raison majeure pour changer les standards du passé, mais il y a un doute tant qu'on n'a pas de signes plus patents. Et alors, qu'est-ce qu'on fait derrière ça ? On dit, comment va évoluer la demande ? Est-ce que les entreprises vont être contraintes, finalement ? La demande, pour l'instant, elle résiste. Ça fait partie des bonnes nouvelles économiques. Pourquoi elle résiste ?
parce que les États sont là, et magistralement là. À un point, rappelez-vous ce qu'on disait il y a 6 mois, le choc de pouvoir d'achat, etc. Regardez les pouvoirs d'achat, il ne se passe rien, nulle part. On est à flot partout. Et encore plus si on prend la référence fin 2019, la période d'avant Covid, on a, depuis fin 2019, une progression du pouvoir d'achat en France. Oui. Oui, légère, mais oui, on a, mais partout, en réalité. Et donc, question, les États vont-ils continuer ? Vont-ils continuer à être là pour soutenir l'activité? Parce que ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'effectivement, on n'a pas eu de désastre. Les États ont absorbé le choc avec leurs outils divers et variés, leurs recettes plus ou moins efficaces, mais partout très importantes. Résultat, il n'y a pas eu de choc de demande. Les entreprises ont pu passer les hausses de prix. Les profits ont continué à monter. Les marchés n'étaient pas très contents tant qu'il y avait la menace de hausse des taux et que l'inflation galopait. Aujourd'hui, on se dit l'inflation va baisser. Les banques centrales estiment avoir déjà fait un petit peu du boulot. Des progrès substantiels. Des progrès, oui. Voilà. Donc elles ne vont pas lâcher, elles ne pourront pas lâcher probablement, mais elles sont moins menaçantes. Donc le marché monte. Et on monte d'autant plus qu'on commence peut-être à avoir une élimination des craintes extrêmes. Pénurie énergétique. Rappelons-nous à quel point, depuis le début de l'été, ce thème du risque de pénurie de gaz, voire d'électricité, qui reste encore un petit peu dans les tuyaux d'ailleurs en France, mais a tétanisé et faisait peur. Alors, sur le plan économique, on n'en voyait pas les conséquences, si ce n'est des indicateurs de confiance qui s'écrasaient considérablement du côté des ménages, mais en réalité, pas d'impact sur le comportement véritablement des agents, des consommateurs. Est-ce que ça, c'est tenable ? Il y a sans doute un peu également d'effets, ce qu'on appelle d'hystérèse, non, d'effets quand vous avez de l'inflation. Vous avez l'impression d'être plus riche. Nominal, l'illusion monétaire, voilà, ça revient. Qui est pas... Alors, c'est toujours difficile à attraper ces choses-là. Mais c'est vrai que quand vous avez des entreprises qui, pendant 10 ans, n'ont pas augmenté leur salaire et qui là annoncent 4 ou 5% d'augmentation unilatérale... Ça ne couvre pas l'inflation. Mais psychologiquement, c'est quand même un chiffre qu'on n'a jamais vu. Ça joue sur ces comportements. Donc, il y a tout un tas de phénomènes comme cela. Après, maintenant, si les craintes extrêmes s'évacue, on pourrait avoir un petit peu de reprise. C'est ce qu'on commence, semble-t-il, à voir dans les indicateurs avancés, notamment en Allemagne. Et c'est au sujet de l'Allemagne qu'on était le plus inquiet. Ouais. Et donc, next. Alors, qu'est-ce qui pourrait gêner cette reprise ? Et tout de suite, les yeux vont outre-Atlantique, sur la situation américaine, les perspectives américaines, ça tient pas. Récession, pas récession. Que fait la Fed ? Comment évoluent les profits des entreprises ? Les profits et la politique des entreprises en termes de coûts, d'emploi. C'est là le risque majeur. Alors après, bien évidemment, il y a aussi la Chine, tout l'environnement. Mais c'est cette question. Et aujourd'hui, surtout depuis 15 jours, on a des indicateurs qui vont dans tous les sens aux États-Unis. On a à la fois une fête d'attentats qui nous promet plus de 4% de croissance. Après un troisième trimestre qui était déjà révisé à la hausse. Révisé à 2,9. Révisé à 2,9. En rythme annualisé, n'oublions pas naturellement, mais quand même, ça n'a rien à voir avec tout ce que les prévisions intérieures. Combien de temps ça dure ? Et si ça dure trop, que fait la Fed ? Est-ce qu'elle peut vraiment relâcher ? À mon avis, si elle relâche, le risque, c'est qu'ils se retrouvent dans une situation à reprendre des hausses de taux fin d'année 2023. Ce serait quand même très inconfortable et probablement qu'ils anticipent ce genre de scénario. Donc, ils vont prendre les devants, je dirais, probablement. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas sorti de cette situation, même si en Europe, si on oublie le reste du monde et qu'on fait un état des lieux aujourd'hui par rapport à d'où on vient, il faut y aller. Et d'ailleurs, dans votre question, vous avez pu parler de bear market rally. Ce qui aurait sans doute été le cas. Nous, on célèbre la fin du bear market. C'est la fin du bear market en Europe. On célèbre ça depuis quelques jours. Parce qu'on a construit une base qui élimine, pour l'instant, le risque de retomber, d'aller en dessous des plus bas récents. Et donc, on est tous beaucoup plus confortables sur ce sujet-là. Comment est-ce que cette situation se traduira
sur les résultats des entreprises, hein, c'est le sujet, je dis le caillou dans la chaussure encore pour 2023, parce que c'est une question qui est difficile à trancher, mais quand on regarde peut-être sur les grands secteurs, est-ce qu'on peut avoir des convictions de perspectives bénéficiaires solides attachées à certains secteurs? Si oui, lesquels, Benoît? Là où il y aurait le plus de fragilité éventuellement en matière de momentum bénéficiaire pour l'an prochain? Oui, alors c'est vrai que les résultats d'entreprise ont très bien résisté. Hein, c'était la bonne surprise de l'année. Hein. On constate que l'impact est très limité. Il va malgré tout arriver. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit sur les marchés monétaires, avec ces hausses de taux, à un moment donné, ça a quand même un impact sur la croissance, ça a quand même un impact sur la demande. Aux États-Unis, le secteur immobilier, par exemple, commence à donner des signes clairement de ralentissement et de souffrance. Il faut être prudent aussi sur la consommation, parce que tout ça aussi, à un moment donné, l'objectif, c'est bien celui-là. Hein, c'est quand même de limiter l'inflation. Donc, il faut en passer par la baisse de la consommation. Et quand vous dites consommation, c'est consommation en général? Parce qu'on peut distinguer la consommation loisir discrétionnaire et la consommation contrainte, forcée, de base. Oui, c'est vrai. On peut. Alors ça peut. Il y a des secteurs plus défensifs et il faut probablement les garder. Il y a des secteurs plus visibles et c'est ceux-là qu'il faut aussi conserver. Il y a aussi ce qu'on aime bien nous, c'est les secteurs d'avenir. Hein. Tous ces grands plans d'investissement sur les secteurs d'avenir, les thématiques de transition, les thématiques aussi de digitalisation. Ça reste ceux qui ont de la visibilité à moyen terme et sur lesquels il faut quand même continuer à favoriser pour une raison simple. Hein, c'est que les flux d'investissement vont continuer à se déverser de manière régulière. Donc ça, je pense qu'il faut clairement continuer à investir sur ces sujets-là et être un peu plus prudent sur le conjoncturel à très court terme. Maintenant, il y aura un moment donné d'inflexion, il y aura un moment donné où il faudra pouvoir réinverser ces positions-là. C'est encore un peu trop court là maintenant. Il va falloir encore patienter encore quelques mois. Mais voilà, il y a les thématiques d'investissement. Il faut regarder ces plans d'investissement. Je pense que c'est la feuille de route pour les mois à venir. Oui, on voit d'ailleurs, même si les performances boursières ne sont pas au rendez-vous pour la transition énergétique, etc., c'est quand même là où il y a encore de la collecte aujourd'hui. Hein. C'est sur ces produits-là, ces stratégies-là, qu'il y a de la collecte. Et c'est vrai que ça explique en partie cet écart entre les indices européens et les indices américains. On a quelques cartes à jouer de ce côté-là, là où les performances fantastiques des marchés américains dans le passé ont été sur tout ce secteur des technologies qui est quand même remis en cause. Igor, vous disiez donc Chine, inflation, géopolitique, ça va être les 3 points d'attention pour 2023. Comment on peut développer un peu chacun de ces points La Chine, c'est le deuxième moteur économique du monde après les États-Unis. Donc en plus, les deux économies sont très liées. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On voit qu'il y a la thématique zéro Covid. Après, on est quand même un peu loin de la gouvernance de Xi Jinping. Donc moi, je ne fais pas trop de prévisions sur les évolutions politiques dans ces pays-là. On l'a bien vu en 2022, on était un peu tous surpris le 24 février, mais l'idée c'est quand même que les risques qui pèsent globalement sur la croissance mondiale, ça pèse. Et les 3 grands risques, c'est est-ce que la Chine peut relancer son économie? Est-ce que la situation en Ukraine qui crée quand même aujourd'hui beaucoup de pression sur l'approvisionnement énergétique, parce que en fait on a eu un automne tellement clément qu'on n'a pas pu voir si on avait vraiment des ruptures de charge sur le réseau électrique. On n'a pas tiré sur les stocks encore. Et on n'a pas encore tiré sur les stocks. Donc je dirais que quand on aura passé l'hiver ou la moitié de l'hiver, on en saura un peu plus sur la résistance des mécanismes qu'on a mis en place ou du stockage. Et puis l'inflation, c'est le thème principal, mais les économies n'aiment jamais les chocs. Donc, ce qu'on a fait avec les programmes de soutien, on a continué d'alimenter un peu l'inflation, particulièrement en France, parce que les boucliers tarifaires, en fait, ça crée de la demande. Donc, ça crée en fait un mécanisme inflationniste. Mais c'est tout simplement pour petit à petit habituer le consommateur, justement, à ne pas subir un choc trop violent, bien qu'il ait été probablement le plus violent depuis des décennies. Donc, voilà, c'est 3 grands risques à piloter, entre guillemets, à regarder, mais on a quand même l'impression que 2023, c'est moins crisique, entre guillemets, que 2022. Enfin, qu'est-ce qu'on peut avoir de pire aujourd'hui? On peut toujours avoir pire, mais voilà, on a épuisé pas mal de tail risk, peut-être, d'une certaine manière, en 2022. Les banques centrales, il faut reconnaître qu'elles produisent ses effets, qu'il y a l'expérience, vous avez parlé de Volcker, que les inflations très fortes dans les pays développés ne mettent pas 10 ans à se résorber, quand on fait une politique assez adaptée. Et puis après, la microéconomie, oui, il y a des secteurs, le pétrole, si le baril est à 85, ça sera moins profitable.
Moi, je pense que c'est un pari entre valorisation et oui, révision de résultats, mais c'est pas très grave que des résultats soient revus en baisse dans des secteurs qui avaient des résultats exceptionnels en 2022, comme le pétrole. Le pétrole. Ouais, c'est ça. L'énergie sera peut-être derrière. Oui, voilà, contre. Regardez, à l'inverse, la banque prochain. va peut-être réviser en hausse en 2023. Ça n'a pas finalement si bien performé que ça, pas autant, parce que c'est secteur un peu cyclique, qui surfinance ou sous-finance la croissance, mais on pourra avoir des surprises. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, avec un niveau de taux d'intérêt tel qu'on a, on peut refaire des exercices de valorisation qui sont, à mon sens, idoines, solides, durables. On ne pouvait pas du tout le faire, on ne pouvait plus le faire avec des taux à zéro. Ça, c'était quelque chose qui avait détruit complètement la notion de retour sur investissement. Tout le monde gagnait de l'argent parce que tout le monde empruntait, tout le monde achetait des actifs et le refilait à un prix plus élevé. Et ça, le mérite de ce qui est en train de se passer, c'est que ça réajuste le prix des choses et aussi le prix des biens. Et donc, ce qu'on disait avant l'émission, c'est qu'on va devoir s'habituer à ce que les biens de qualité coûtent cher, les biens produits en Europe coûtent cher. La problématique pour l'Europe, c'est qu'on va se désindustrialiser encore plus parce qu'on n'a plus beaucoup d'avantages compétitifs, mis à part peut-être l'environnement, c'est-à-dire notre green life, puisque nous, on est on verra, qui est le plus vert, mais ça coûte au démarrage. On verra, c'est un coût pour l'instant. Donc, mais je notais qu'en Allemagne, par exemple, c'est la Fédération des industries allemandes qui a fait le point là-dessus, 2/3 des industries en Allemagne, par exemple, ont pu abaisser leur consommation d'énergie, de gaz, sans baisser leur production. Derrière. Oui, donc il y a quand même un effort d'adaptation qui est rapide, je veux dire. L'enchaînement de la crise du Covid et la crise en Ukraine, ça fait probablement raccourcir le temps économique dans le système capitaliste de 2-3 décennies. Parce que on gagne de la résilience à vitesse grand V. Là. On est obligé de s'adapter. L'être humain n'aime pas beaucoup le changement. Il est toujours un peu contraint pour changer. Celui qui change de lui-même, en général, il est rare. Donc oui, là, on a 2 changements majeurs. Et pour les actions européennes, ça offre des perspectives, je ne sais pas... L'action européenne, elle présente toujours le même profil d'avantage. Pas cher, très sous-détenu. Mais c'est pas ça qui a fait que les actions européennes surperformaient ces dernières années, malgré tous ces avantages que vous citez. On a un vrai problème de gouvernance, de potentiel de croissance, de fragmentation qu'on a un petit peu mis sous le tapis. Bon, on a quand même des problèmes structurels qui font que on va avoir du mal à rattraper très très vite l'avantage de valorisation par rapport au marché américain. Il ne faut pas se leurrer. On n'a pas un système qui est très fluide à piloter. Après, on a des très belles entreprises. Bon, on n'a pas d'entreprise de tech en Europe, à part quelques entreprises de semi et Cap et SAP, mais voilà, on a des très beaux secteurs, des leaders. Après, voilà, maintenant, ils vont être obligés de produire dans des zones différentes que par le passé, mais on a des très beaux actifs. Et les étrangers, d'ailleurs, ne se privent pas d'acheter, les non-résidents, pardon, ne se privent pas d'acheter nos actifs. Puisque c'est eux qui font notre marché. C'est eux qui font, oui, on le rappelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grandes capitalisations boursières marchent beaucoup plus que les petites, parce que les investisseurs français, qui sont traditionnellement ceux qui interviennent sur les petites et moyennes sociétés, ne sont pas encore prêts. Il y aura 10 licornes cotées en 2025 de la French Tech, dont 2 qui feront plus de 5 milliards d'euros de capitalisation. C'est ce qui a été fixé comme objectif, décrété par... Oui, c'est un objectif politique. Mais je pense qu'en début 2022, beaucoup de sociétés de gestion avaient décrété des objectifs de collecte. Et... ça marche pas. Et c'est pas tout à fait comme ça que ça marche dans nos métiers. Véronique, sur la question chinoise, comment on peut développer un peu l'idée que la contrainte sanitaire va se desserrer tant bien que mal. Est-ce que ça se fera en ordre? Est-ce que ça se fera dans le désordre, dans la douleur? En tout cas, encore une fois, l'émission est à l'écoute des marchés. Le Hang Seng a repris 20% depuis son point bas, depuis le 31 octobre, depuis l'après-congrès du Parti communiste chinois. On a pourtant annoncé des morts du Covid comme on ne l'avait pas annoncé pendant 6 mois. On a encore... confiné ou bloqué jusqu'à 20% du PIB chinois ces dernières semaines. On voit les images, etc. Et pourtant, le marché chinois semble jouer une issue plus favorable. Alors, je ne sais pas forcément ce que joue le marché chinois, mais moi, personnellement, je me suis dit, enfin, les Chinois bougent. Enfin, les Chinois donnent l'impression de pouvoir... De réagir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après...
Ce que je ne sais pas, c'est quelle va être la réponse en face. Et donc forcément, on peut envisager le pire. On n'en sait rien, à vrai dire. Maintenant, c'est quoi le pire? Parce que là, on revoit parler de Tiananmen. Voilà, un truc fou, voilà. Mais alors, comme c'est fou, on n'a pas trop envie de le privilégier, puis on voit pas trop l'intérêt non plus. Il serait s'enferrer complètement. Donc, il faut sans doute un petit peu de temps à Xi Jinping pour accepter sa défaite en termes de gestion de la maladie. Bon, il va y avoir les fêtes, le nouvel an chinois. Non, j'ai plutôt l'impression qu'on va finir par lever les contraintes et puis retirer les cloches qui sont au-dessus des Chinois. Alors, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que finalement, on pourrait imaginer aussi qu'ils maintiennent la population sous cloche le plus longtemps possible pour avoir tellement de besoin de rattrapage de consommation qu'il aurait un beau boom de croissance, rattrapage, et pour épater le reste du monde. Ce serait pas idiot. Moi, et là, on n'oublierait pas de publier le PIB comme on a oublié de le faire la dernière fois. On les maintient encore un petit peu, puis ça va nous faire une reprise. On va épater tout le monde entier qui croit que l'économie est morte. Je crois que fondamentalement, l'économie chinoise est morte quasiment, personnellement. Donc après, je me dis, mais il va falloir intégrer, c'est très difficile, ce cheminement. C'est quoi le potentiel de rattrapage là, de la consommation ? Il y en a un. Il est forcément significatif. Est-ce qu'il est spectaculaire ? Est-ce qu'il alimente la croissance 4 à 6 trimestres ? Est-ce qu'il redevient inflationniste parce qu'il y a encore beaucoup de liquidités et qu'une annonce, une dérive ou une évolution dans ce sens-là, ça veut dire sans doute des prix des matières premières qui sont capables de repartir très vite. Et donc la Chine, oui, je parlais tout à l'heure des États-Unis, bien évidemment, c'est un sujet majeur pour plutôt question de la récession, mais la Chine arrive tout de suite, ou peut-être même avant d'ailleurs, si on se projette un petit peu dans un schéma comme celui-là, réouverture, parce qu'on n'ose pas imaginer le scénario fou qui serait une répression délirante. Donc il y aura forcément une réouverture et il y aura forcément un rattrapage. Et celui-là, est-ce qu'il va rattraper nos banques centrales en Occident et notre inflation ? Et je ne sais pas. En tout cas, ça peut être... c'est le couple croissance-inflation qu'il faut regarder, mais exactement. Pour la croissance, ça peut être quand même quelque chose de... One-off. Ouais. Mais ça change le profil de la croissance 2023 pour l'Allemagne et donc l'Europe. Exactement. Et voilà. Et donc vous vous promenez entre des prévisions qui en septembre étaient quand même plutôt légèrement négatives. On n'avait quand même pas un acquis à la fin de l'année qui était très élevé, donc ça allait très vite. À là quelque chose qui peut être subitement positif et pas tout à fait négligemment positif. Et c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'aujourd'hui on n'a franchement pas les moyens. Il y a trop d'incertitudes sur ce dernier sujet, sur celui des États-Unis ou autres, pour comprendre véritablement et remplir des tableaux de manière convaincue et aussi ferme que d'habitude. Bon, l'événement politique, parmi les événements politiques de la semaine, il y a la rencontre Macron-Biden à la Maison-Blanche, et puis une rencontre aussi, notamment entre Charles Michel et Xi Jinping, prévue demain, je crois, président de l'Union européenne, qui se déplace en visite en Chine. Sur le plan de l'investissement, quel type d'espérance de rendement on a reconstruit avec cette année 2022 et ce krach obligataire qui aura été le marqueur de cette année Benoît, je regardais alors des modélisations qui ont été faites par des grandes maisons, JP Morgan, mais SocGen aussi, à recalculer l'espérance d'un 60-40 ou d'un 50-50, alors sur des horizons de long terme, de 10-15 ans, puisqu'on parle là quand même d'une allocation de fonds de portefeuille, c'est pas quelque chose qu'on bouge tous les quatre matins. JP Morgan parle d'espérances, de retour, de rendements qui sont inédites, plus vues depuis des générations, notamment grâce à l'obligataire. Oui, c'est vrai que ce krach obligataire, il a aussi ses vertus. C'est-à-dire que c'est là aussi la fin de ce fameux effet TINA qui voulait signifier que, à part les marchés actions, quand les taux sont à zéro, on n'a pas grand-chose à faire en investissement coté. Là, on a un retour à la normale, entre guillemets. On l'a dit, un peu plus d'inflation et pas d'inflation négative ou pas de risque de déflation. Des taux positifs et même nettement positifs, parce que sur l'investment grade, qui sont les obligations, on va dire, les mieux notées,
On est sur des niveaux de 4% et quelques, ce qui est quand même maintenant bien plus favorable. Donc on arrive enfin à reconstruire des portefeuilles diversifiés de manière cohérente, en ayant même un peu de monétaire, puisqu'il est maintenant positif, en ayant des obligations de bonne qualité sans perdre de l'argent. Voilà, ça change la donne. Ça permet d'avoir des portefeuilles qui ne sont pas jusqu'au boutiste pour essayer de créer de la performance. Ça change quand même pas mal de choses. Donc aller prendre du risque là où il n'est pas naturel qu'on aille prendre du risque. Pour essayer de générer un rendement, puisqu'au final, il faut quand même générer un rendement. Donc là, on n'est plus dans ce schéma-là. On arrive à générer du rendement avec un risque modéré, raisonnable. Donc voilà, les études que vous citiez, c'est exactement la traduction de ce phénomène-là. On revient dans un marché qu'on n'avait pas vu depuis une dizaine d'années, où on peut reconstruire un portefeuille diversifié. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, il aura fallu passer quand même par une année 2022 catastrophique sur les marchés obligataires, c'est la mauvaise nouvelle, mais sur les marchés obligataires, il y a toujours un effet de balancier, et voilà, les phénomènes se rattrapent puisque vous avez des remboursements d'obligations à un moment donné. Donc voilà, ça prend plus ou moins de temps, et ça dépendra des politiques monétaires, de ce profil d'inflation. Mais voilà, 2023, probablement que le premier moteur, il sera à venir sur la partie obligataire. Ouais. Et la partie action, il faut rester... vous sembliez être un peu prudent, surtout que le rebond a été rapide, intense, violent à nouveau. Donc partant de là, dites il faut peut-être être encore un peu patient pour revenir sur ces niveaux, en tout cas sur les marchés actions. En fait, c'est ce qu'on disait ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ça résiste bien. Les entreprises vont globalement bien tenu face à ces chocs. Elles vont peut-être avoir quelques périodes dans les prochains à court terme un peu difficiles. Mais on voit bien que derrière, on entrevoit quand même un scénario qui peut être un peu plus favorable à partir du moment où les banques centrales auront fait leur travail. Et elles semblent quand même y arriver, parfois dans la douleur, mais elles semblent quand même y arriver. Donc on va quand même avoir à un moment donné un marché action qui retrouvera des couleurs. À court terme, je dirais qu'on n'est pas négatif, on est juste prudent. Voilà, tout simplement. On attend un peu que les choses se déroulent. Véronique le disait tout à l'heure, il y a quand même encore quelques incertitudes pour avoir la bonne phase de roulement. Mais après, oui, je pense qu'on aura de bonnes perspectives sur les marchés actions aussi. Igor, comment est-ce que chez Vital Épargne, vous avez envie d'accompagner vos clients privés, particuliers, patrimoniaux, on va dire comme ça, à travers l'année 2023 en matière d'investissement ? Quand les niveaux de volatilité sur les classes d'actifs commencent à baisser, que les halls obligataires se stabilisent, que les marchés actions remontent, c'est un signal quand même un peu plus positif. Donc on a tendance à dire à nos clients, et on l'a fait, à remettre un peu de risque plutôt action, puisque c'était quelque chose qui était très décoté. Après, c'est encore une mesure de sagesse, mais il n'y a pas de coup de barre à gauche ou à droite en matière de gestion. Il faut faire les choses, surtout pour une clientèle patrimoniale, vraiment dans la durée. Un peu basculer, c'est tout à fait vrai que l'obligataire et le crédit retrouvent des couleurs. Je mettrais 2 bémols quand même, et on l'a vu en septembre, il ne faut pas qu'il y ait un État qui soit au bord du défaut ou dont la dette publique est très attaquée. On sait que chez nous, en zone euro, c'est quand même un peu récurrent. Et puis, il faut pas... Comme il y en a eu un, ça marque déjà un peu les esprits. On parle du Royaume-Uni. Oui. Comme il y a eu un exemple... Le tout venant n'a pas vraiment bien compris ce qui se passait. Nous, ici, oui, mais je ne suis pas sûr que dans les sphères non financières, on ait vraiment compris qu'on était moi, j'espère qu'au plus haut niveau... J'ai parlé du tout venant. Oui, non, mais d'accord. Le tout venant, j'espère, n'est pas à l'Élysée, encore qu'il y a eu une intrusion. D'où l'intérêt de l'intermédiation avec des conseillers. Je pense que le sujet aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait... dans cette phase de révision en baisse de bénéfices sur la partie peut-être petite et moyenne entreprise, je pense plutôt à celles qui ont souscrit des prêts PGE, qu'il n'y ait pas trop de taux de défaut, parce que ça, le crédit n'aime pas trop quand il y a des défauts d'entreprise un petit peu emblématiques. Voilà, donc ça, c'est les 2 bémols. Encore une fois, je pense que les actions devraient permettre... sur un horizon de 3-5 ans, offrir des belles opportunités. Et je voulais juste revenir sur la Chine. La difficulté avec la Chine, c'est que c'est vrai qu'en fait, il y aura un effet one-off exceptionnel, mais à long terme, c'est un pays qui a 2 grands obstacles devant lui. C'est sa démographie. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on pilote à 6 mois. Deuxièmement, c'est un marché immobilier qui extrêmement déséquilibré à terre. Plus gros marché immobilier du monde. Et le 3e élément, c'est que les mesures qui restreignent la sphère privée, ça contraint naturellement le marché de consommateurs. Et on a vu dans l'histoire les exemples où il y a des grands empires, je pense à l'Union soviétique, où il y avait très peu de sphère privée de consommation interne. C'est très très dur d'engendrer de la croissance, puisque on a eu la phase de croissance de la Chine avec les exportations. Maintenant, ils veulent créer un marché intérieur, mais il faut laisser la liberté aux gens
de consommer, de créer. Et là, la gouvernance a un petit peu changé, les mesures dites non-market friendly, c'est quand même pas évident de créer un momentum favorable. Donc, c'est pour ça qu'on se tient quand même un peu à l'écart des marchés émergents chinois, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en Europe. Oui, et puis il y aura aussi la phase sur les small et mid cap dont on a parlé, quand ça va stabiliser. Bien, vous nous passez le relais pour l'intervention de fin d'émission, mais effectivement, il y a une vraie question sur les small et mid cap pour 2023. 2023, c'est un secteur qui est très croissant, qui est plus cher, donc il est aussi un petit peu plus sensible aux taux d'intérêt. Véronique, comment une économiste de marché réfléchit à la question de l'investissement pour 2023 ? Je suis assez proche des points de vue qui ont été annoncés, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est tenté d'investir davantage, en tout cas de voir des perspectives plus favorables. Maintenant, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas quand je regarde le marché américain. Moi, ce marché américain, il ne me dit rien. Là, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire on est sorti du bear market rallye. Voilà, on est encore... et ça me gêne. Ouais. Pour la planète finance, c'est gênant. Ça limite les risques. Enfin, ça limite les risques à la hausse. Pour le risque. Et je ne suis pas sûre... Moi, je suis encore très réservée sur la deuxième moitié, pour simplifier, la deuxième moitié de 2023. J'ai l'impression qu'il y a un début d'année qui peut être très favorable. Derrière, je pense que ça redevient assez rapidement compliqué avec des problématiques d'inflation, de taux d'intérêt, de croissance également structurelle qui, pour moi, sont encore des vrais sujets qu'on n'a pas évacués, dont font partie les problématiques de résultats des entreprises. Donc, vous imaginez qu'il est difficile de regagner longtemps de la visibilité ? J'ai l'impression. En tout cas, oui. Aujourd'hui, on en est clairement là, oui. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research, Igor Demac, directeur associé de Vital Épargne, et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est justement celui des petites et moyennes capitalisations boursières. Je dis justement parce qu'on a terminé l'intervention précédente en évoquant le cas des small cap et des perspectives qu'il fallait peut-être considérer pour ce segment ou cette classe d'actifs spécifique du marché européen, français en l'occurrence. On va parler de ces small cap pour 2023 avec Pierre Chang, spécialiste du secteur, gérant chez Tocqueville Finance, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Bon, c'est pas une grande année pour les small cap. Autant on a un finish spectaculaire pour les grands indices, les large cap comme on les appelle. Je rabâche tous les jours que le CAC 40 Total Return est à moins 3,5% seulement de baisse depuis le 1er janvier. C'est plus compliqué. On est plus entre moins 10 et moins 20 pour les indices small et mid cap, small cap pur ou mid cap pur. Tout dépend ce qu'on regarde. Il y a souvent une tentation qui est de regarder les perdants de l'année. En se disant, tiens, si j'investissais dans les perdants de l'année au démarrage d'une nouvelle année, c'est souvent une tentation. Est-ce que cette tentation est légitime ? Est-ce qu'historiquement, c'est une tentation qui fonctionne ? Et est-ce que là, dans le cas spécifique de 2022-2023, c'est une idée qui peut apparaître appropriée ? Bien sûr, alors, historiquement, ça marche. Mais il ne faut pas se tromper quand même. Parce que après... Une baisse, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Ça peut être parce qu'il y a un moment un peu difficile de la société, voilà, ça baisse, tout le monde intègre les mauvaises nouvelles avant qu'il y ait une consolidation pour qu'ensuite le titre puisse amorcer une remontée. Donc là, ça arrive régulièrement dans les small, sachant que les small, elles ont toujours tendance un peu à amplifier les mouvements de marché. Donc je pense qu'il y en a cette année qui sont clairement fait sanctionner. Par contre, il y en a des fois, c'est des accidents. Et c'est des accidents qui remettent carrément en cause la pérennité de la société ou le business model, où là, le buy ou acheter les points bas ne marche pas. Le buy the dip ne fonctionne pas. Exactement. Ouais. Voilà, donc cette année, en fait, c'est vrai que les valeurs moyennes, le CAC Small, si on prend le CAC Small, c'est moins 19% cette année, donc c'est pas bon, sachant que le CAC 40 est à moins 3,5%. Alors c'est vrai que depuis 2017, qu'on se voit régulièrement, c'est mitigé la performance des CAC Small. Alors qu'avant 2017, on avait coutume de dire que c'était au moins 2 fois la perf du CAC 40 chaque année. Voilà, donc depuis 2017, il y a un peu de décollecte, il y a un contexte macro qui n'est pas génial, des risques, le Covid, etc. Et donc là, 2022, une année de baisse, et là on amplifie vraiment le mouvement, on va chercher très bas. Et donc,
pour 2023, effectivement, ça peut être une idée. Moi, si je prends par exemple un peu les accidents de l'année, en tout cas les grosses baisses, on a 3 types de baisses, on va dire. La première, c'est vraiment des belles valeurs qui publient bien, etc., mais qui se payent un peu cher avant, donc dont les multiples ont un peu baissé. Donc là, c'est le cas par exemple d'Interparfums, qui fabrique des parfums, comme son nom l'indique, qui perd 23%, donc c'est pas non plus un accident, mais là ils ont encore publié récemment des chiffres au-dessus des attentes, donc là il faut peut-être regarder. Dans un deuxième temps, après, c'est les petits tickets de consommation, la petite bouteille de parfum. C'est quelque chose. On peut imaginer que c'est quelque chose qui va perdurer, même si la question du pouvoir d'achat se pose de manière exacerbée. C'est le genre de petit ticket de consommation qui peut fonctionner, quoi. Bon, eux sont des petits joueurs dans la catégorie des gros bras, mais qui arrivent toujours à se débrouiller pour avoir toujours le bon produit bien placé. Ils sont assez forts pour créer un environnement, un univers autour d'un parfum. Donc là, par exemple, récemment, ils ont obtenu la licence Moncler, donc ils vont construire toute une histoire autour de Moncler. Ils ont eu Coach, Jimmy Choo, voilà. Donc à chaque fois, ils arrivent toujours à tirer leur épingle du jeu. Sinon, il y a ID Logistics aussi, qui est une valeur qui gère des entrepôts pour le e-commerce, par exemple. Et voilà, ça, c'est un titre qui perd 27%. C'est vraiment une superbe valeur, mais qui publie toujours bien, mais là, c'est juste les multiples qui se compriment un petit peu. Voilà. Puis après, il y a des dossiers, vraiment, les valeurs qui ont été un peu mal aimées, une catégorie, c'est les valeurs de croissance qui perdent de l'argent. Donc là, c'est là. Donc nous on en a une belle à Paris, elle s'appelle Believe, donc c'est une société qui aide les musiciens, les labels à se faire une place sur le segment du digital, les streamings, etc. Et donc c'est une valeur depuis son introduction l'an dernier qui a toujours publié au-dessus des attentes, relevé les objectifs, etc. Mais le titre perd encore 33% cette année. Voilà, donc ça je dirais sur cette catégorie de valeurs un peu, il y a des choses à faire sans doute. Voilà. Ensuite il y a une deuxième catégorie, c'est des valeurs plutôt cycliques qui ont déçu, quoi. Donc là, par exemple, vous avez Vicat, qui est un gros poids du CAC Small, qui est un spécialiste du ciment, qui perd une 30%. Mais là, effectivement, c'est décevant. Ils n'ont pas réussi vraiment à gérer cette crise, l'aspect hausse des coûts, les prix de vente, etc. Donc ça n'a pas été évident pour eux. Donc là, forcément, la sanction, elle est importante. Sinon, il y a XFAB aussi, qui est un spécialiste de semi-conducteurs à destination du segment automobile. Là aussi, ce sont des gens qui n'ont pas très bien géré leur année. Donc, voyez, là, ces dossiers, là, je dirais, c'est presque du management. Donc, il faut faire attention, revenir sur ces dossiers-là. Il faut vraiment, faut quand même travailler, bien comprendre ce qui cloche et ce qui peut être réparé. Voilà. Et sinon, après, il y a carrément des valeurs qui étaient très aimées, type Chargeur. Donc, Chargeur, c'est un petit conglomérat qui fait notamment l'entoilage pour les vestes, comme ça, par exemple, ou des films de plastique mince qu'on met sur l'électroménager avant de les vendre. Voilà. Donc, qui a très, très bien tiré son épingle du jeu sur le Covid en faisant des masques en France. Donc ça a été vraiment salué par toute la communauté financière, la capacité du groupe à s'adapter à un environnement. Mais là, comme il va y avoir moins de masques vendus, du coup, l'effet de base est très compliqué. Le titre perd 48%. Là aussi, éventuellement, voilà, dans cette catégorie de titres, il faut faire attention où on est où dans le cycle et est-ce que le management est encore en mesure de pouvoir faire face à un environnement macro plus volatile que par le passé, sans doute. Voilà. Il faut faire attention. Ensuite, il y a carrément des accidents où là, je recommande, en tout cas moi, de ne pas y aller. Par exemple, Metabolic Explorer, donc c'est des gens qui font des acides aminés, qui ont complètement changé de dimension cette année en achetant une grosse usine qui a vendu une histoire au marché et ne l'a pas du tout respectée. Donc là, c'est moins 75% ce dossier. Là, il y a un problème de confiance. Exactement, là, clairement. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez parfaitement décrit ces 3-4 catégories de titres, effectivement. Alors peut-être du moins risqué au plus risqué. Il y a une échelle de risque également à regarder en fonction de l'entreprise, de son business model, du management, etc. Non, mais c'est très intéressant parce que là, c'est bien catégorisé, effectivement, dans la perspective notamment de 2023. C'est un sujet qui vous anime depuis un moment, Pierre, et c'est vrai chez Tocqueville Finance en général, je crois. On peut faire le lien d'ailleurs avec les small et mid cap, parce que ce sont des entreprises généralement plus domestiques, implantées dans les territoires ou en tout cas dans les marchés nationaux de manière forte. En ce 30 novembre, la baguette française est reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO après des années de démarches. Premier satisfait site du jour. Deuxième satisfait site, le CAC 40 Total Return est quasi à l'équilibre
depuis le 1er janvier, moins 3,5% seulement de baisse au moment où on se parle, à 15 jours de la fin de l'année sur les marchés pour 2022. Et puis, si on prend le CAC 40 toujours depuis le point bas de mars 2020, qui reste le dernier point bas historique, en tout cas du marché sur la séquence récente, la période Covid, bien sûr, le CAC 40 est un des meilleurs indices qu'on trouve dans les marchés développés. Tout à fait. France is back. Ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est votre mantra. Nous, c'est ce qu'on croit, c'est clair. Alors, depuis le point bas de mars, le CAC 40 fait un peu plus de 70%. Là où le S&P, par exemple, le S&P, c'est l'indice qui nous bat depuis toujours, quoi. Le S&P fait entre guillemets que plus 50. Mais là, même si on prend depuis le début de l'année, le CAC 40 à moins 4, le S&P il a moins 15. Ouais. Donc là, on lui met aussi une bonne claque depuis le début de l'année. Donc ça fait hors effet de change, je précise, parce qu'il y a les effets de change qui effectivement réduisent un peu les écarts. C'est vrai. Mais parlons en devise locale. En tout cas, je veux dire, ça fait plaisir et on n'avait pas l'habitude de ça. Alors maintenant, comment on explique ça ? C'est ça, en tout cas, nous, qui nous passionne. Oui, parce que là, c'est pas juste une séquence d'une semaine ou d'un mois, c'est depuis le point bas de mars 2020. Donc il y a quand même une forme de pertinence à regarder cette séquence-là sur plus de 2 ans maintenant. Mais aussi depuis 2 ans et demi. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que quelque chose est en train de se passer ? Nous, on le croit, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui maintenant ouvertement, publiquement. On croit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et dans la bourse, mais dans la vie, c'est pareil. Le problème, c'est d'anticiper les ruptures. Tout le monde peut tirer des lignes linéaires sur la France, ça se passe pas bien depuis maintenant longtemps et ça ira jamais bien. Voilà, ça c'est facile à faire. Mais alors, ce qui est plus compliqué, c'est d'anticiper une rupture et ensuite l'intégrer dans un portefeuille, dans une stratégie de vie, que ce soit pour son job ou quoi. Voilà. Et donc, nous, c'est la question qu'on se pose sur la France. Et là, encore mi-novembre, on a la capitalisation boursière cumulée de la place parisienne a dépassé celle de Londres. C'était jamais arrivé non plus. Ça a duré quelques jours. Oui, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. Il y a 2015, 2014, il y avait un gap qui paraissait infranchissable. Donc même le fait d'être revenu à niveau. Oui. Aujourd'hui, la place de Paris, par exemple, sur les métiers de la finance, je pense qu'elle a aussi vocation à grossir et à s'enrichir. Elle a encore récemment en Temasek. Le fonds souverain indonésien. Le fonds souverain a ouvert un bureau à Paris en disant la France, c'est une zone d'investissement qui se regarde dorénavant. Donc nous, on fait cette lecture-là pour plein de raisons. Et c'est vrai que, encore une fois, là, on voit Macron aujourd'hui qui est aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est écouté. Pourtant, dans l'esprit des Français, quand on se promène dans la rue, on leur demande la France, ça vaut rien. Et donc, comment vous expliquez le fait que personne n'y croit en France et que autant d'investisseurs internationaux ou d'investisseurs locaux, domestiques comme vous, puissent y croire aujourd'hui ? Mais bon, après, c'est pas facile d'anticiper des ruptures. Alors nous, on prend le risque de le faire. Donc c'est une conviction qu'on a chevillée au corps, mais c'est pas facile. Donc les gens mettent du temps à être convaincus. Nous, est-ce qu'on a raison ou pas ? L'avenir le dira, mais en tout cas, on le croit. Donc, il y a plein d'éléments, si vous voulez. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé depuis Hollande avec la mise en place du CICE, donc le crédit d'impôt pour la compétitivité, il y a environ 100 milliards de baisse d'impôts qui a été fait en France. Voilà, ça, c'est historique. Pour nous, ça peut changer la donne. Voilà. Et ça, c'est déjà les prémices d'un potentiel redressement de l'économie française. Ensuite, deuxièmement, il y a un leadership continental entre l'Allemagne et la France qui est en train de changer. Et la France, on voit qu'aujourd'hui, maintenant, sur de nombreux sujets, est leader, et les Allemands se retrouvent en minorité au niveau européen sur plein de sujets. Et donc ça aussi, dans la construction européenne, c'est très important, de pouvoir la construire à son bénéfice. Donc de plus en plus, la couverture sera tirée de ce côté du Rhin, de notre point de vue. Et puis troisièmement, toutes les classes moyennes émergentes aujourd'hui gagnent en pouvoir d'achat et sont avides de consommer la baguette et le luxe. La baguette et le luxe. Et donc, si aujourd'hui la performance du CAC 40 est bonne depuis 2 ans et demi, c'est en particulier dû au fait que le luxe fonctionne très très bien. Et là, on est vraiment complètement dans cette thématique. Merci beaucoup Pierre, ça met du baume au cœur quand même, c'est bien en cette fin d'année, en ce 30 novembre 2022, avec un CAC 40 qui signe une performance assez spectaculaire quand même, il faut le dire, au terme d'une année 2022 et de tout ce qu'on aura traversé qui restera pour les livres d'histoire. Merci beaucoup Pierre. Pierre Chang, qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, gérant chez Tocqueville Finance. Voilà pour cette édition de Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.